présidentielle, la société civile s'inquiète de l'absence de débat sur les programmes des candidats, alors que les discussions politiques restent centrées sur les rivalités et alliances entre partis. Face à cette situation et aux problèmes sécuritaires dans certaines régions du pays, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, les organisations citoyennes appellent les électeurs à s'impliquer pleinement, à voter massivement et à observer le dépouillement pour garantir la transparence du scrutin. Plus de précisions avec Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. À 3 semaines du scrutin présidentiel, la société civile camerounaise déplore l'absence de débat sur les programmes des candidats. Dominée par les rivalités politiques, elle appelle les électeurs à s'impliquer activement et à voter en conscience. On a été abrutis par les discours sur la nécessité d'un candidat consensuel, d'un candidat unique, d'un combat entre l'opposition et le président actuel. Et notre sentiment est que le Camerounais n'a pas beaucoup de place dans tout ça. Or, le Camerounais est celui qui va choisir dans quelques semaines. C'est vous, c'est nous, et c'est à la fois un droit et une responsabilité. C'est nous qui subissons les conséquences d'un mauvais leadership. C'est nous qui subirons les conséquences si le choix n'est pas fait ou si le leader qui est porté à la tête de l'État à l'issue du scrutin n'est pas le meilleur choix parmi les offres disponibles pour le peuple camerounais. Ces organisations citoyennes encouragent la mobilisation des électeurs pour observer le scrutin et le dépouillement afin d'assurer transparence et fiabilité des résultats. Elles rappellent que chaque électeur peut rapporter les résultats de l'ECAM via les plateformes citoyennes. Et l'ECAM a l'obligation d'admettre dans les bureaux de vote au moment du comptage les électeurs qui souhaitent être présents. Vous devez donc savoir que l'autre complicité inconsciente qui est la vôtre dans le cadre de la fraude massive, c'est que vous n'êtes pas là au moment où on procède au dépouillement. Deuxième élément donc, assister au dépouillement. La société civile soutient la pluralité des candidatures et affirme que les Camerounais sont capables de choisir le leader le plus apte à répondre aux enjeux du pays. Leur message, voter massivement, observer le processus et défendre la souveraineté populaire. Également dans l'actualité, la communauté banane du département du Nkam s'oppose au décret du Premier ministre classant dans le domaine privé de l'État 68 000 hectares de terre de la forêt débouée en unités forestières d'aménagement. Les autochtones expriment leur désaccord avec le fait que l'État considère cette zone comme un no man's land, malgré le fait que leurs ancêtres s'y soient installés jusqu'en 1973, date à laquelle l'administration les a déplacés de force avec la promesse de leur retour. Plus d'une centaine de personnes ont participé à la manifestation de ce jeudi devant la cour d'appel du littoral pour l'audience prévue ce jour. Le reportage de Loïc Tegia et Fondrelé Marquez. The collective of Banning Indigenes in Nkam Division have kicked against a recent decree to designate their 68,000 hectares of land, now known as the Ebu Forest, as a forest management unit. I said that is where our forefather lived. And in 1963, the government decided that because the fighters of UPC were many there, and the government could not distinguish between the fighters of UPC and the civilians. Isaac Minye made a strong case for himself and 46 other concerned villages as to why the government should stay off the land. At the level of our village, we have people living there. Our graves are there. The graves are there. Some have farms and so on. So by putting this area like an area that there's nobody, no man's land, we say no. And we want the government, in fact, the court, not more the government, the court to see into the matter and to see that there's a violation of the laws of the Republic so that the court annulled this decree. Minye recounted historically why their forefathers left the land in the early 70s when the administration had waged a war against the UPC party. In 1963, the government
decided that because the fighters of UPC were many there and the government could not distinguish between the fighters of UPC and the civilians. So the government said that the civilians should go out for 6 months and then the government will bring them back. So making by then the Banen and the people of the Ebo, the first IDPs in Cameroon, internal displaced people. So they displaced us by that decree. When the people came, the government didn't win the war in that time, so it became a forest. And then later on, they wanted to use it for other purposes and considering it as a virgin forest. What we said no. Hearing the case this Thursday, September 18, 2025, at the Administrative Court in the Littoral Region, the court reprogrammed the hearing on the grounds that they will have to re-examine the documents of other villagers who are concerned with the same land. Et l'audience de ce jour à la Cour d'appel du Littoral a été renvoyée à une date ultérieure. Une occasion pour les juges d'examiner les dossiers de façon approfondie, de quoi susciter de l'optimisme chez les avocats de la communauté Banen du département du Nkam. Je vous invite à les suivre dans cet extrait capté par Loïc Tegia. C'est pour défendre les droits et intérêts des collectivités. Et le dossier va rentrer dans l'instruction pour qu'on prenne en compte par le juge rapporteur de tous ces éléments-là, pour qu'il fasse le moment venu un seul rapport. Et c'est sur les questions que le rapporteur va poser que les avocats vont débattre pour montrer comment la loi a été violée. Le recours contentieux a été appelé ce jour devant le tribunal administratif du Littoral. À l'appel du dossier, nous avons constaté, c'est vrai qu'on avait déjà ces informations en back-office, mais officiellement, nous avons eu vent au cours de l'audience qui a commencé tout à l'heure, de plusieurs personnes qui sont intervenues dans le cadre de la procédure. Et les usages procéduraux en cette matière voudraient que lorsqu'il y a des requêtes en intervention, comme ce fut le cas tout à l'heure, vous avez pu le constater, le tribunal doit sortir le dossier du rôle pour un nouveau réexamen du dossier. Le réexamen du dossier voudrait que toutes les parties qui sont intervenues, que le tribunal administratif puisse nous communiquer leurs requêtes aux fins d'intervention. Les engins lourds sont désormais interdits de circulation entre 6h et 22h dans le 2e arrondissement de la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. Une mesure de la délégation départementale des transports en exécution d'un arrêté préfectoral visant à lutter contre l'incivisme des conducteurs et à renforcer la sécurité routière. Une décision critiquée par certains transporteurs qui s'expriment dans ce reportage de Franck Roch-Tassonkin. Les engins lourds sont une fois encore interdits de passage entre 6h et 22h au lieu d'Ikansable, feu rouge, dans le 2e arrondissement de la ville de Bafoussam. Après plusieurs accidents de la circulation dus à l'incivisme des conducteurs d'engins, la délégation départementale des transports a installé des panneaux de signalisation pour matérialiser l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2025 portant sur la circulation de certains types d'engins sur cette redoutable descente. J'ai vu qu'en apercevant ces panneaux, l'usager sera qu'il est en train de violer une réglementation et sera passible de sanctions. Et je pense qu'avec la répression qui sera en occurrence, nous allons impacter et nous allons abaisser un peu les accidents qui se passaient sur ce tronçon. Les réfractaires vont toujours exister, madame, mais ils trouveront la loi devant eux. Cet axe d'environ 100 mètres, situé dans le 2e arrondissement de la ville, a longtemps été considéré comme l'un des plus dangereux de Bafoussam. Les habitants des quartiers périphériques soulignent que l'incivisme de certains conducteurs d'engins lourds est la principale cause des accidents de la circulation dans cette zone. Bon, par rapport à cette route, nous avons eu les camions qui ont raté les vitesses maintes fois. Bon, les délégués de transport, ils ont mis sur pied depuis avec le concours du préfet, la MIFI. Vraiment, nous transporteurs, nous sommes vraiment contents, nous sommes fiers. Depuis, ça diminue quand même les accidents dans des années précédentes. Il y a de cela 6 mois, ça ne fait même pas 6 mois, il y avait tellement des accidents. Et depuis où le préfet, la MIFI a sorti cet arrêté préfectoral, ça a un peu diminué des accidents. D'après certains usagers de la route, la mesure prise par l'autorité administrative vise à réduire les risques d'accidents et améliorer la sécurité routière dans la ville.
En matière de sécurité aéroportuaire, cette fois, le Cameroun franchit une nouvelle étape dans la mise à niveau de ses plateformes aériennes. À ce jour, près de 90% des activités du projet de développement du secteur des transports sont déjà réalisées. En début de semaine, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibehé, s'est rendu à l'aéroport international de Douala pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Julien Atada revient sur cette visite d'inspection. Grâce à un financement de 172,4 millions d'euros, soit près de 115 milliards de francs CFA accordés par la Banque mondiale, le Cameroun modernise en profondeur ses infrastructures aéroportuaires. Environ 30 milliards de francs CFA de ces fonds ont été directement rétrocédés à l'autorité aéronautique civile, la CCAA, chargée de piloter les activités techniques sur le terrain. Vous avez vu, comme Monsieur le ministre des Transports l'a dit, tout le monde a vu, a touché du doigt des réalisations. Donc c'est un jour de grande joie parce que conduire un projet de cette envergure qui a commencé en 2017 et que nous sommes en train d'achever, évidemment c'est beaucoup de défis. Et quand nous voyons que nous sommes à 90%, nous nous en réjouissons fortement. À Douala donc, plus de 100 nouvelles caméras de surveillance ont été installées et le mur d'écran de la salle de vidéosurveillance a été considérablement étendu, renforçant ainsi la sûreté du trafic aérien dans l'un des aéroports les plus fréquentés du pays. Mais ce chantier d'envergure n'a pas oublié l'humain. Le projet a également permis la construction d'infrastructures sociales pour les populations riveraines des aéroports de Yaoundé et Simalène, Douala, Garoua et Maroua, à l'instar de salles de classe, maternités, forages, blocs de toilettes et même des habitations entièrement reconstruites dans le cadre de la route de contournement. Pour la Banque mondiale, cette modernisation stratégique pourrait faire du Cameroun un hub aérien majeur en Afrique centrale en attirant davantage de compagnies aériennes internationales. La Banque mondiale donc, appuie le gouvernement camerounais sur ce projet suite à une demande faite par l'État du Cameroun il y a à peu près 7 ou 8 ans. Pour sécuriser et assurer la sûreté de ces infrastructures aéroportuaires pour le bénéfice de ses usagers. Donc là, l'idée réellement, c'est d'être en capacité de pouvoir améliorer la notation des aéroports camerounais internationaux de manière à pouvoir attirer de nouvelles compagnies aériennes sur la destination Cameroun. Le Cameroun vient de faire un pas de plus vers des cieux plus sûrs. Au-delà de la simple visite technique, la présence du ministre des Transports à l'aéroport international de Douala a pris une dimension symbolique. Sur le tarmac, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibehé a solennellement décoré plusieurs membres de l'administration et de l'équipe dirigeante de la Cameroun Civil Aviation Authority. Une reconnaissance méritée pour les artisans de ces transformations. En sport, CHAN U20 2000 au volleyball, Égypte 2025. Le Cameroun vient à bout du Zimbabwe et valide son ticket pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations U20 masculin de volleyball. Ce jeudi, en Égypte, les Lionceaux se sont imposés 3-7-1 devant la sélection zimbabwéenne. Après avoir concédé le premier set, ils ont su renverser la rencontre grâce à une meilleure organisation défensive et offensive. Cette victoire leur ouvre la voie vers une éventuelle qualification pour la Coupe du Monde en cas d'accès à la finale prévue ce vendredi. En attendant l'échéance, je vous propose de suivre les réactions de l'entraîneur principal Robert Samou et du capitaine réceptionneur Joseph Gana dans cet extrait sélectionné par Sébastien Oyébé. Oui, match très difficile. On a sous-estimé l'adversaire et je crois que les garçons ont compris immédiatement qu'il fallait se remettre à l'endroit pour pouvoir gagner ce match. Ils ont jugé l'adversaire, ils se sont dit que l'adversaire devait venir leur donner des cadeaux, mais ils ont oublié que l'adversaire est venu aussi avec la conviction de gagner. Et il y a eu un relâchement. Heureusement pour eux, ils se sont rattrapés, ils ont remonté un score que je ne croyais pas. Ils ont fait preuve de beaucoup de maturité dans le jeu, mais il faut être concentré du début à la fin. Les quarts de finale, ce n'est jamais des matchs faciles et je crois qu'aujourd'hui, on a appris à mettre les bancs. Ça va mieux nous permettre de nous concentrer par rapport au mois de demi-finale de demain. L'adversaire ne connaît pas encore, mais là on va se reposer pour mieux se préparer au mois de demain.
Ça n'a pas été facile. Nous avons aidé au premier set. Et puis il a fallu que nous respections les consignes de coach au second set pour y parvenir. Même comme ça n'a pas été facile. Maintenant, il nous reste une demi-finale à jouer et une finale. Et chaque match est une finale. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour les gagner ces matchs. Coup de tonnerre dans la famille présidentielle. La fille du chef de l'État appelle les Camerounais à un vote sanction contre son père le 12 octobre prochain. Brenda Biya, dans une vidéo sur les réseaux sociaux, accuse son géniteur de faire souffrir ses compatriotes depuis des décennies et essayant surtout de porter atteinte à sa vie. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, les Camerounais et les 11 challengers de Paul Biya saisiront-ils la balle au rebond venant d'une fille qui demande aux électeurs de faire partir son géniteur du pouvoir par la voie des urnes? La lecture de Jean-Paul Chouniat. Dans une vidéo tournant en boucle sur les réseaux sociaux, la fille du chef de l'État, Brenda Biya, demande à tous les Camerounais de refuser leur suffrage à son père le 12 octobre prochain. C'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce qu'il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. La petite sœur de Junior motive sa sortie par les souffrances que son père inflige à ses compatriotes depuis des décennies, déclare-t-elle dans sa publication devenue virale sur TikTok. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang ou la personne qui est censée mon père qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Son message sonne en un cri de détresse d'une citoyenne dépitée dans un contexte où des appels de tout sauf Biya fusent de toutes parts. Et cette sortie résonne comme un coup de massue qui pourrait fragiliser le camp du RDPC et son candidat Paul Biya au pouvoir. De voir sa fille appeler à un vote sanction contre lui. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale au scrutin présidentiel à venir, comment les turiféraires du régime, militants, sympathisants et créatures de Paul Biya accueillent ce coup de gueule de la fille de leur champion, contraignant les communicants du parti au débat télévisé du dimanche à vouloir expliquer l'inexplicable tout en défendant l'indéfendable. Brenda Biya, qui autrefois répondait aux détracteurs de son père, leur demandant de se porter aussi candidat à la présidence, s'est-elle finalement retournée contre son géniteur, à tous ceux qui exigent le départ de Paul Biya du pouvoir. Par ailleurs, comment les 11 adversaires à Paul Biya perçoivent et analysent cette sortie de la fille du président, qui à tout point reliée à l'ère d'un but contre le camp de son père. Du moins pour l'essentiel, le message de Brenda Biya au peuple à un vote sanction contre son père sera-t-il entendu au sein de l'électorat au Cameroun et à l'étranger? De tribune présidentielle. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Vous pouvez nous suivre à travers notre page Facebook Balafon Télévision sur le 922 515 du bouquet Canal+. Professeur Maurice Somo, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Vous êtes psychosociologue. Merci également à Alex Gustave Azé-Bazé d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, cher aîné. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs. C'est téléspectateurs ou auditeurs? Téléspectateurs et auditeurs. Bon, internautes également. Bonsoir à votre public. Voilà. André Luther Meka est également avec nous. Il représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, expert en communication, sociologue également. Bienvenue, merci. Merci de m'accueillir dans ce studio très moderne. Je salue tous les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent et qui ont intérêt à nous regarder parce qu'on va dire des choses très importantes. Brenda Biya qui bat campagne contre son père. Est-ce la détresse, le signe de la détresse de la jeunesse camerounaise? La question se pose ce soir. Mais avant d'essayer de répondre justement à cette question, professeur Maurice Somo, vous l'avez vu, cette vidéo, comme beaucoup de Camerounais d'ailleurs, on voit la fille du président de la République
en larmes qui demande aux Camerounais de ne pas voter pour son père. Au-delà du message, est-ce que c'est un enfant malade, en détresse ou souffrant qu'on voit dans la vidéo? Très bien, il y a dans votre question, il y a la réponse dans votre question. Déjà que je voudrais être ici pour intervenir strictement dans la science des humanités que je crois maîtriser le plus et laisser la place aux politiciens qui sont là, c'est-à-dire à mon cadet Luther, que je retrouve avec plaisir. On se rencontrait toujours dans deux cours, hein, c'est-à-dire que j'entrais en cours, lui ressortait ou inversement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le message que je perçois dans ce que cette jeune fille émet comme parce que cette jeune fille émet comme message, en fait, c'est un message de détresse. Non pas réellement de détresse de l'État, qui en réalité sert de paravent, mais l'expression d'un malaise intérieur qui en réalité n'a rien à voir avec ce que le Cameroun vit, mais ça a tout à voir sur le plan affectif, psycho-affectif, c'est-à-dire ce que elle vit. C'est le message d'une enfant qui, en réalité, est en situation de rupture affective vis-à-vis de ses parents, comme cela arrive à beaucoup d'enfants dans notre société, en raison probablement de l'environnement, en raison du contexte, mais aussi probablement en raison de sa personnalité qui est en fait un construit de son histoire psycho-affective. Alors, sauf que ce qu'elle dit peut être compris par chacun comme il veut, mais le fond de son message est l'expression d'un mal-être vis-à-vis de ses parents. Est-ce que ce mal-être-là peut être justifié? Il est vrai qu'on... Le drame, c'est l'exploitation qui veut être faite. Et c'est contre cela que moi, personnellement, je voudrais m'insurger en tant qu'être humain, en tant que parent, en tant qu'éducateur. Je dis, chacun, tant que nous sommes appelés à être des parents. Comment pourrons-nous, au nom de quoi devrons-nous exploiter, si vous voulez, rentabiliser la déficience d'un enfant qui a un souci sur le plan affectif? Je voudrais que chacun ce soir essaie de se mettre à la place du couple présidentiel. Nos enfants ne sont pas comptables de ce que nous, parents, nous faisons. C'est-à-dire que lorsque nous voulons régler les comptes entre nous, parents, que ce soit sur le plan politique, de grâce, il faut rendre à la sacralisation ce qui est sacré. L'enfant que nous voyons est un enfant, comme les enfants de tout le monde, comme l'enfant de Meka, comme l'enfant d'Alex Gustave Zébazé, comme toi, Mayo, je ne sais pas si tu en as fait déjà, comme mais pourquoi vous riez? Parce que vous dites rien. Attendez, j'ai dit quelque chose qui n'était pas... Pas du tout. Non, allez-y, professeur Somo. Pas du tout. Alors, je souhaite que chacun de nous, un temps soit peu, se mette en lieu et place des parents pour qui regarde son enfant, n'est-ce pas, passer, si vous voulez, à une forme de vindicte populaire liée à la rancune que les gens ont vis-à-vis de leurs parents. Mais pour ça, on ne peut... Tout se résume à l'enfant que je vois. C'est un enfant qui peut avoir des dérives et qui, en réalité, au fond, n'ont rien à voir ni avec le contexte sociopolitique actuel, ni avec les élections qui viennent, mais un enfant qui vit un conflit intérieur comme beaucoup d'autres enfants et pour lequel les hommes devraient se mettre ensemble pour dire il ne faut pas que cela arrive. Voilà.
Professeur Sobo, ça c'est l'analyse du psychosociologue, mais on ne peut ne pas ramener cette sortie au contexte actuel. L'élection présidentielle se prépare. D'ailleurs, la fille du président a demandé... Ceux qui veulent exploiter de ne pas en raison du contexte. Voter pour son père. André Luther Meka, on a vu à travers les réseaux sociaux où la vidéo a été publiée, des Camerounais dire qu'il s'agit d'une vidéo générée par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle vous a ému, cette vidéo, cette sortie de la fille du président de la République? D'abord, moi aussi, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une manipulation de l'intelligence artificielle. Et lorsque vous m'avez invité à cette émission, je crois j'ai parlé d'un non-événement. Et vous avez parlé de caprice. Oui, ce que j'appelle même une sorte de chantage affectif. Parce que lorsque j'ai perçu le message, j'ai eu l'impression qu'on voudrait la discipliner. Parce qu'elle entre dans une petite anecdote, parce que les gens ne suivent pas. Mon oncle, j'ai appelé mon oncle, il a dit overdose. Vous voyez, c'est une crise d'adolescence. À 28 ans, Oui. Il y a des, je passe sur le contrôle du professeur Somo, il y a n'est-ce pas, des cœurs d'enfants dans un grand corps, dans un corps mature, mais il y a des cœurs d'enfants. Et lorsque j'ai regardé ma petite sœur Brenda, j'ai compris qu'elle faisait une crise d'adolescence. Elle était dans un chantage affectif parce qu'il y a eu un problème de discipline. Je crois qu'on a voulu la discipliner sur un certain nombre de choses. Elle parlait de son oncle qui a dit overdose et puis elle a pris une dérive langagère. Notamment dans un cadre de rupture, un peu comme nos enfants qui arrivent à la maison, vous lui refusez le gâteau, ou vous dites que bon, maintenant c'est fini, là, tu dépenses assez trop, on réduit l'argent, il dit tu n'es plus mon père, je te reconnais plus, je veux plus que tu sois mon père, maintenant c'est ma mère, ainsi de suite. Ça fait un chantage affectif. Donc je ne voudrais pas que cela soit exploité comme si c'était quelqu'un qui avait l'intention de donner un code, de faire une codification ou d'envoyer un message, n'est-ce pas, aux Camerounais sur le plan politique. Je crois qu'il y a un instrument, il y a une récupération des propos de cette jeune fille qui parle à ses parents parce qu'on veut la discipliner et qui essaie de dire certaines choses qui vont au-delà de sa pensée. Alors, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne voudrais pas que les hommes politiques prennent cela comme si c'était un leitmotiv, comme si c'était un mot d'ordre sur, n'est-ce pas, une jeune adolescente qui est en train de faire une crise d'adolescence et qui fait un chantage affectif à ses parents. Et nous tous sommes des parents. On a déjà vécu ça une ou deux fois, surtout avec les filles. Parler d'un chantage affectif, d'une crise d'adolescence, pour une fille qui a ouvertement régné ses parents et dit certaines choses, ça peut quand même être un peu trop facile, non, André Luther Meka? Pourquoi parler de chantage affectif? Non. Dire un jour que vous n'êtes plus mes parents, je ne suis plus votre fille, ça peut être le résultat d'une décision mûrie. Moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois dans les familles et même chez moi, ou lorsque, par exemple, je veux redresser un peu l'argent de poche ou lorsque je restreins peut-être à des sorties et j'entends dire, notamment par leur maman ou par leur grand frère, qu'elle a dit que tu n'es plus son père et qu'elle ne va plus jamais te saluer, ainsi de suite. C'est des crises d'adolescence. Pour moi, c'est un non-événement. Ce que nous devons certainement dire, c'est d'apprécier le chef de l'État, c'est d'apprécier le président Paul Biya dans ce contexte. Et je vais vous dire la trame de fond. La trame de fond, en fait, c'est la discipline. On est en train de discipliner la petite. On est en train de lui dire, attention, tu cours vers la dérive, il faut faire attention, il faut régler ta vie, il faut essayer, n'est-ce pas, d'apporter une certaine discipline à ce que tu fais. Et elle dit, bon, comme c'est comme ça, je gâte tout, je vais casser la marmite, je vais casser le verre, je vais dire aux gens que vous êtes mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si à 28 ans, on discipline encore un enfant, ça veut dire que la base a été ratée. Ben écoutez, la discipline, c'est toute une vie. La discipline, c'est toute une vie. Même s'il y a une autonomie sur la discipline, mais également, à un certain âge, on peut également discipliner un enfant. Vous savez, pour nous qui sommes des parents, nos enfants ne grandissent jamais. Hein?
grandissent jamais. Il arrive parfois où ma vieille maman me regarde et me dit, mais attends, ta chaussure n'est pas... Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sors pas maintenant, ainsi de suite. Je lui dis, mais attends un peu, je suis un monsieur. Donc, on ne grandit pas assez devant les parents. Je crois que, comme je le dis, il y a eu un besoin de discipline. Il y a eu un mot d'ordre corsé qui a été fait auprès de l'enfant. Et je crois qu'elle a commencé à faire un chantage affectif. Et c'est le moment c'est même l'envers, même, c'est l'incommunication qui parvient de là, que vous devez comprendre que le président est un homme rigoureux. C'est un homme qui suit, n'est-ce pas, sa fille, parce que je crois que il y a eu là quelqu'un, un intermédiaire qui est son oncle, qui est intervenu pour mettre un peu de discipline, et je crois qu'elle s'est lancée dans un chantage affectif, dans une crise d'adolescence qui est tout à fait normale pour les enfants de son âge. Alex Gustave Azebazé, la fille du président de la République qui renie ouvertement ses parents, qui renie son père, renie sa mère, dit que ces derniers veulent sa mort, demande aux Camerounais de ne pas voter pour son père qui est candidat à l'élection présidentielle, lui étant président sortant. Est-ce que c'est un fait qu'on devrait banaliser, comme le pense le docteur André Luther Meka? Monsieur André Luther Meka. Je ne sais pas si André Luther a demandé de banaliser. Lui, il l'a banalisé. C'est son droit le plus absolu. On est en démocratie, chacun peut avoir la perception qu'il veut d'un événement qui n'est plus privé, parce que c'est public là. On n'a pas entendu par les biais des rumeurs que la première fille de la République a appelé à ne pas voter son père en pleine campagne électorale. On est en pleine campagne électorale. Ce n'est pas des rumeurs. Elle a fait consciemment, publiquement, personnellement, de manière en tout cas autonome, une vidéo dans laquelle il conclut sa vidéo, après avoir rappelé un certain nombre de choses qu'elle est censée mieux savoir que, en tout cas, Luther et moi, et le professeur, et le docteur, et Roland, et vous-même, il y a une logique dans son propos. On peut dire qu'elle est, comme j'ai entendu des gens dire, moi je ne suis pas son médecin. J'ai entendu des gens dire, elle est dépressive. Luther maintenant nous dit là, qu'elle est sous le coup des sanctions. Je pense que ça peut être le narratif que le système demande d'avoir dans cette affaire. Mais il ne vous aura pas échappé que ce n'est pas la première fois que cette jeune dame passe de telle sortie. Parce qu'à 27 ans, elle est née en 1998. Donc elle a 27 ans. À 27 ans dans notre société. Et dans la société, particulièrement dans la société bantou, on est une fille extrêmement, comment je l'ai dit, mature. Pourquoi? Parce que dans les communautés bantou, je parle de fois de quelqu'un dont la deuxième épouse était bantou, père, son âme n'est plus vivante. Généralement, entre 15 ans et 18 ans, on est déjà presque responsable, c'est-à-dire qu'on a déjà au moins un enfant. Dans la vie chez nous, en tout cas chez nous, maintenant, on dit que quand une femme ou une personne a un enfant, elle ne peut plus être considérée comme un enfant parce que tu as des responsabilités. Et qu'on veuille nous faire croire qu'une dame, une jeune dame qui a 27 ans, qui bientôt aura 28 ans, mais elle a 27 ans, j'entends l'enfant. Elle n'est pas une enfant. C'est une fille majeure, extrêmement majeure. D'ailleurs, c'est une fille qui a fini ses études, comment je l'ai dit, supérieures, dans une grande école de notre pays, qui s'appelle l'ENAM. Elle est donc censée être, parce que je n'ai pas appris entre-temps qu'elle a démissionné de la fonction publique. Je n'ai pas appris non plus qu'elle a été mise en disponibilité pour faire un autre job. Donc, nous, on parle là des choses qui sont publiques. Ce qui est public, c'est qu'une fille issue comment je l'ai dit, de la famille présidentielle, la fille du président de la République. J'oublie sa mère. Hein. Sa mère n'a pas de responsabilité publique. La fille du président de la République.
le président de la République est en campagne, a fait une vidéo extrêmement structurée pour dire un certain nombre de choses concernant. Je ne vais pas entrer dans les choses privées, en tout cas les choses qu'elle a dites concernant sa famille. Mais ce qui m'intéresse en tant que citoyen, qui suit la campagne électorale, qui participe même en tant que citoyen à la campagne électorale, c'est son positionnement. Rarement, j'ai entendu des fils et filles de candidats à l'élection présidentielle, qui plus des candidats en fonction, se dresser contre leurs parents qui sont candidats à l'élection présidentielle. Rarement. En France, il y a eu quelques difficultés entre, par exemple, le président François Hollande et son premier lit, donc ses premiers enfants. Mais ils se sont rabibochés. Pendant les élections, pendant la campagne, pendant le mandat, on n'a pas entendu beaucoup de... Mais dans très peu de cas, on a assisté à un conflit ouvert entre le président et son enfant. Pardon? Dans très peu de cas, on a assisté à un conflit ouvert entre le président et son enfant. Donc, que le président a la réputation de ne pas se répandre sur les questions qui relèvent de son espace privé. Et l'attitude qu'il a, le président est coutumier de cela. Vraiment, on peut saluer cela. Mais son entourage ne nous a jamais habitués à être réservés dans la vie privée. Et donc, ce qui se passe avec la première fille de la République est un continuum d'une manière de l'entourage présidentiel, de ne pas avoir de limites dans leur manière de fonctionner. C'est-à-dire que l'entourage familial du président de la République, en tout cas l'entourage intime, ne fait pas beaucoup de différence ne met pas beaucoup de distance entre leurs affaires privées et la vie publique. Je n'ai pas dit le président. Mais je constate qu'on sait de plus en plus des choses qui se passent dans la vie publique par des vidéos, par des images qui sont tournées de manière consciente, de manière assumée par l'entourage. Des collaborateurs qui sont des intimes désormais. Absolument. Et qui sait? Qui sait? Si cette vidéo n'a pas été tournée, précisément en période de campagne électorale, pour dire, parce que vous savez que cette jeune dame, il y a, je crois, 8 ou 9 mois, elle a fait une sortie dans les médias internationaux pour assumer un statut dont on sait qu'au Cameroun, il est réprouvé par l'écrasante majorité des Camerounais. Et la loi. Pardon? Et la loi. Et la loi d'ailleurs. Elle l'a assumé. Je n'ai pas souvenance que des dispositions particulières aient été prises à son encontre pour l'avoir fait. Maintenant, en période de campagne électorale, qu'une telle vidéo soit faite par elle, qui vous dit que ce n'est pas un construit, une organisation, pour montrer que ce qu'elle fait là, elle ne fait pas avec l'accord de sa famille. C'est une dingo, comme disent les gens au quartier. C'est quelqu'un qui n'est pas normal. Cette dame, en dehors de son orientation sexuelle, qu'elle l'a proclamée, je n'ai pas appris ça dans les... Elle-même l'a proclamé, oui. Qu'elle a proclamé, elle n'a pas l'air de quelqu'un qui est anormal. Donc, de votre point de vue, on devrait prendre cette vidéo avec beaucoup de pincettes parce qu'il pourrait y avoir derrière une manipulation, récupération politique. Ben oui, parce que certains voient la manipulation ou la récupération politique seulement du côté de ceux qui disent. Par exemple, moi je suis lu sur les réseaux sociaux, un certain nombre d'acteurs politiques disent, mais si la première fille de la République peut être dans une telle situation, imaginez-vous que son père, qui est le plus haut responsable de l'État, comment il peut tenir la République s'il ne tient pas sa famille? Ce n'est pas mon propos. C'est noté, Agrès Gustave. Mais c'est ce que j'ai entendu des acteurs politiques dire. Et je crois que c'est sur ce terrain-là que j'entends certains de nos contradictions co-pénalistes dire il ne faut pas mélanger ça et la vie publique. C'est extrêmement, ça relève de la politique. Dans un sens ou dans l'autre, ça relève de la politique, ce qui est en train de se passer. Roland Tapi, Alex Gustave parlait de la communication autour de telles sorties, de
Brenda Biya, elle nous a habitués à des sorties comme celle-là, même si par le passé, elle n'a jamais parlé de politique. Elle a juste partagé son mal-être avec des Camerounais, partagé quelques scènes de vie du palais, ainsi de suite. Mais cette fois, elle parle de l'élection présidentielle qui se prépare. Elle cite un collaborateur de son père, elle cite son père, elle cite sa mère, et jusqu'à présent, aucune communication autour. On doit conclure que, qui dit mot consent, vu qu'on nous a habitués à un silence autour de ces sorties-là de Brenda Biya. Disons qu'on pourrait bien dire qu'il dit mot consent, mais on sait très bien qu'au niveau de la présidence de la République au Cameroun, on n'a pas l'habitude de dire quelque chose. Et la plupart du temps, on ne sait pas si on consent ou on ne consent pas. On a été habitué au silence présidentiel. Ça, ce n'est pas moi qui va l'apprendre à qui que ce soit. Ce qu'il faut retenir là, ici, c'est qu'on est en face d'une fille de la République qui s'avère être la fille du président de la République du Cameroun. Un homme public avec des responsabilités publiques. En cette période de pré-campagne et de campagne, vous savez, les institutions étatiques ont pris l'habitude de s'adresser aux médias dans le style genre, il faut faire attention, il ne faut pas porter atteinte à la dignité de tel ou tel autre. C'est pour cela que je ne veux pas me permettre de faire l'insulte au président de la République du Cameroun en essayant de mettre en situation d'irresponsabilité sa fille. Parce que vouloir expliquer que ce qu'elle dit aujourd'hui, ses sorties, sont le signe d'une fille qui est irresponsable, qui ne sait pas ce qu'elle fait. C'est impliquer directement le président de la République en disant qu'il est irresponsable et n'a pas pu donner une éducation à sa fille. Ça, je ne peux pas le faire. J'imagine que le président de la République est suffisamment responsable, je vais dire suffisamment responsable, pour savoir ce qui doit être fait de manière publique déjà, pour les Camerounais et davantage pour sa famille en privé. Et s'il ne pouvait pas le faire, s'il n'avait pas les possibilités dans la gestion du temps de le faire, il y a bien un entourage. On dit souvent que la présidence de la République, c'est une institution, c'est-à-dire qu'elle est composée des partis, il y a des composants là-dedans qui s'occupent de telle ou telle chose. Et je crois qu'il y a également des personnes auprès du président de la République qui sont chargées de veiller à l'image de la famille présidentielle parce qu'il s'agit d'une image publique. Ça ne peut pas nier. Donc, qu'on soit face à une telle sortie, ce n'est qu'à elle seule qu'il faut imputer cela d'abord et puis se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Je ne voudrais pas qu'on commence à accuser les autres, trouver le bouc émissaire quelque part, ou bien c'est lui qui est responsable de ça. Non, elle est responsable de ces actes. Parce que, comme Alex le disait, c'est une sortie structurée qui n'est pas la première. Il y a beaucoup d'autres sorties qu'elle a déjà faites, notamment une fois pour dire qu'elle est séquestrée, qu'elle n'a pas la pleine possibilité de ses mouvements. Et dans la dernière sortie, elle disait qu'il y a des fantômes dans la maison familiale. Tout ça. Ça devrait être pris au sérieux, là où nous sommes. Ça devrait être pris au sérieux si on veut que le Cameroun soit un pays sérieux et dirigé par le président de la République qui est sérieux, à mon sens. Et vu sous cet angle, on ne peut pas banaliser ce qu'elle est en train de dire. D'abord, sur le plan de l'éducation même. Le professeur Somo essaie d'expliquer ce qui peut être à l'origine de ça. Effectivement, c'est un enfant comme tous les autres enfants qui peut-être a grandi dans un milieu où on a voulu d'abord lui inculquer une certaine éducation, pas vulgaire. On l'aurait donc coupé de sa génération en disant qu'attention, tu sais que tu n'es pas n'importe qui, tu es pas la fille de n'importe qui. Sauf que après l'avoir isolée ainsi, on ne l'aurait pas mis dans des conditions où elle se serait, où elle serait socialisée. C'est-à-dire que si, on dit, il y a la population de la basse classe, les enfants qui courent dans la rue tous les jours là et tout ça,
ceux-là sont socialisés parce qu'ils vivent leur moment avec leurs camarades, ils courent dans la boue et Avec tout les ça. voisins. Ils se parlent, ils se posent des problèmes entre eux, résolvent. Et on ne le dit pas souvent. Ce qui se passe entre eux là-bas souvent résout un certain nombre de problèmes qui ne posent pas à la maison. À côté de ceux-là, il y a ceux qu'on appelle généralement les enfants de la barrière. Ceux qui mangent 4 fois par jour. Qui sont coupés de ceux de la rue, mais qui aussi se retrouvent entre eux, les enfants de la barrière, dans les milieux huppés qui sont les leurs. Mais j'ai l'impression que Brenda a été coupée d'abord de la basse classe, mais n'a pas eu l'occasion d'être socialisée au milieu des bobos, comme on dit souvent, et s'est retrouvée plutôt encartée dans un endroit où elle se plaint aujourd'hui de se sentir seule. Seule sur le plan intérieur. Seule parce qu'elle n'a personne avec qui parler, causer, se confier, se libérer, s'amuser. Et forcément, je crois que le professeur nous le dira, dans ce genre de situation, on cherche la consolation dans des choses qui peuvent s'avérer être des dérives. La drogue, la perversion, et autre chose. L'alcool. L'alcool. C'est un problème de société qui est global. Malheureusement, pour le cas d'espèce, il s'agit de la fille du président de la République qui prend encore le prétexte pour s'exprimer sur le plan politique. Elle rappelle très bien que ses parents n'ont pas fait ce qu'il fallait pour elle et qu'à partir de maintenant, elle s'excuse d'abord pour elle. Si elle a fait du mal à des gens, elle est désolée. Elle s'excuse également pour ses parents. Et c'est encore là qu'il ne peut pas dire qu'elle est irresponsable. Parce qu'elle est consciente de ce que ses parents, d'après elle, auraient fait du mal aux Camerounais. Elle s'excuse pour cela. Et c'est pour cela qu'elle embraye en disant « ne votez pas pour lui ». Parce qu'elle a fait trop souffrir les gens au Cameroun. Donc, on va revenir sur l'aspect politique de son discours. Oui, que la présidence de la République n'ait pas jusqu'ici communiqué, il faut le comprendre, c'est l'habitude. Même s'il faut le déplorer. Parce qu'en temps normal, les services de la communication de la présidence de la République ne serait-ce que pour une fois, et surtout en cette période politique, même si ce sont tus les fois antérieures, ils seraient quand même sortis pour dire, voilà, dans tel contexte, ils peuvent fabriquer n'importe quoi. On parle de la communication et les mécas sont bien outillés pour cela. Dans la communication politique, on peut bien trouver un moyen de dire quelque chose. Ils ne l'ont pas encore fait. Ce qui n'a pas encore été fait, est-ce qu'il faut le regretter? Professeur Somo, revenons sur l'état psychologique de la jeune fille. Bon, ce n'est pas un enfant. La jeune fille qui a fait la vidéo. Pour certains, elle serait sous l'influence d'une substance. Quand on la regarde, on voit quand même dans la vidéo une fille qui pleure, même si ça n'émeut pas certaines personnes. Est-ce que ces larmes qu'on voit dans la vidéo sont forcées? Est-ce que le discours qui, pour certains, est cohérent, a été dit sous l'effet d'une drogue ou bien d'une substance alcoolique? Non, aucunement. Il ne faut pas faire des supputations sur des choses, sur ce qui ne sont pas des faits, ce qui peut être avéré. On doit dire des choses que si elles sont défendables. Donc, dans le cas d'espèce, la situation qu'on voit, le décor dans lequel elle se trouve, le temps qu'elle prend pour le faire, la tranquillité avec laquelle elle émet son message, tente à dire qu'elle est assez lucide au moment où elle dit ce qu'elle a à dire. Bien, maintenant, le fait qu'elle le dise dans un contexte bien spécifique interroge quand même. C'est-à-dire que pourquoi c'est seulement maintenant que cet enfant, moi j'appelle encore enfant, pourquoi cet enfant ou cette jeune fille de 28 ans, hein, c'est seulement maintenant qu'elle décide de parler de cette façon, qu'elle décide de sortir. On connaît d'autres dérives, mais qui n'ont pas fait autant de bruit, d'autres sorties, pas des dérives, d'autres sorties qui n'ont pas fait autant de bruit que cette sortie. En fait, si cette jeune fille est sous le coup de substances psychotropes, elle n'est pas la première à l'être. Elle n'est pas la première à se montrer publiquement sous cet angle-là. Bon, si on s'en tient à ce qui se passe actuellement, je peux vous assurer qu'il y a des milliers, voire des millions de jeunes filles qui aujourd'hui tiennent exactement le discours que Brenda a tenu.
La seule différence vient du fait que c'est la fille du chef de l'État. Et c'est à ce moment que cela suscite un certain intérêt. Alors, maintenant que c'est cela, ce que je voudrais condamner, c'est le fait d'essayer de construire quelque chose de philosophique, non, de politique, autour de ce qui peut être une dérive sur le plan strictement affectif. En d'autres termes, quand on voit Brenda, l'expression faciale dénote de l'état instable de la jeune fille. Cette instabilité qui ressort là aujourd'hui peut justifier, peut remettre en question la crédibilité fondamentale de ce qu'elle dit. Comment vous arrivez à percevoir ces émotions dans une vidéo autant filtrée? Il y a beaucoup de filtres qu'elle a utilisés. Écoutez, c'est le psychologue qui parle. Ici, où nous sommes, vous pouvez me regarder. Vous voyez, en me regardant, votre regard émet un message. Vous voyez? Votre regard émet un message qu'il n'est pas exprimé par les mots, par le langage. Mais à travers l'expression faciale, on peut établir votre état ou non de lucidité. Vous voyez? Quand on regarde, ce n'est pas la première fois qu'on regarde cette fille, elle a un mode de vie qui tend à démontrer qu'elle vit dans un environnement où, à un moment donné, elle peut dire « je fais ce que je veux ». C'est un enfant gâté? Comme je peux. Le mot est un peu fort, parce qu'un enfant gâté, c'est celui à qui on a tout donné sans émettre les balises de la socialisation, et j'aime le mot de M. Tchapi tout à l'heure, sans émettre les balises de la socialisation. Vous me dites, c'est un enfant qui est passé par l'ENAM. Je crois qu'elle ne s'est pas levée un de ces 4 matins, on lui a dit, viens, tu vas fréquenter à l'ENAM, alors qu'elle n'a jamais eu de bac. Il semble que c'est ça. Oh non, monsieur. Professeur Somo, soyons sérieux. On a vu, elle a passé le concours, elle a été, bon, pas passé le concours, mais elle a été admise à l'ENAM. Oui. Bon, même si ses camarades ne l'ont pas vue. Bon, vous savez, c'est une étape de la socialisation. Vous voulez m'obliger à sortir de la science. Je ne sortirai pas de la science ce soir. Je ne sortirai pas de la science ce soir. Ce que moi, j'observe, c'est que j'ai en face de moi un sujet qui, par l'expression faciale, dénote une forme d'instabilité. Et du coup, les propos qu'elle émet peuvent être plus ou moins pris au sérieux et très, très circonscrits et ne pas exprimer la profondeur réelle de sa pensée. Donc, quand on s'en tient seulement à cela, on est bien obligé de penser que demain, après-demain, vous pourrez, par exemple, vous pouvez avoir une autre sortie dans laquelle elle dit « L'autre jour, j'ai dit ceci, mais en réalité, ce n'est pas ça que je voulais dire. J'avais autre chose à dire. » C'est pourquoi je ne souhaite pas qu'on accorde beaucoup d'importance à cela, que ce soit la fille ou non du président de la République. D'ailleurs, c'est bien que ce soit la fille du président de la République qui se prononce, qui dit ça. C'est une preuve, là je suis sur le champ politique, c'est une preuve de démocratie. C'est-à-dire que de savoir que dans une même maison, on peut avoir sa propre fille qui a une autre façon de penser, qui épouse un courant contradictoire à celui du papa. Et du coup... Mais le dire ouvertement, c'est... Oui, le dire ouvertement, nous ne pouvons pas faire comme si nous ne connaissons pas des couples où la femme est républicaine et l'homme est démocrate. Et du coup, lorsqu'on a cette opposition, nous la connaissons. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le champ de la politique et dans un contexte précis qu'il faut dramatiser cette histoire. La fille du chef de l'État a dit « Ne votez pas pour mon père ». Et puis,
Et puis peut-être des Camerounais, André Luther Meka, peut-être des Camerounais de sa génération vont suivre le mot d'ordre. N'oublions pas qu'elle a 27 ans. Des Camerounais de son âge vont soit voter pour la première fois, soit voter pour la deuxième fois. Donc, peut-être son message peut avoir une influence sur l'électorat jeune. On va y revenir. Mais est-ce que le fait qu'elle dise, par exemple, que c'est à cause de son père que des Camerounais souffrent, elle porte un peu la voix des jeunes de sa génération. N'oublions pas qu'à cet âge, beaucoup sont déjà sortis de l'école, n'arrivent pas à trouver du travail, d'autres sont dans l'informel, ainsi de suite. André Luther Meka. Non, je voudrais d'abord revenir sur un certain nombre d'éléments dont j'ai pu suivre et qui m'ont semblé un peu bizarres. Lesquels? On a parlé de séquestration, qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Et je constate là, je dirais pas l'ignorance ou l'inculture de ce qu'on appelle la sécurité présidentielle ou alors la sécurité tout court. Parce que lorsque les enjeux de la République sont mis en branle, sont mis en marche, il y a une sécurité de très haut niveau. Et c'est pour ça que je loue le président Paul Biya pour vous dire la liberté qu'il a et la grandeur et la hauteur qu'il peut prendre pour laisser libre cours la vague à l'âme et notamment l'expression. Parce que la sécurité présidentielle est gérée au millimicron près avec des vidéosurveillances. Et surtout quand ça devient un peu plus compliqué, on prend des méthodes très sophistiquées pour suivre et pour pouvoir, n'est-ce pas, nettoyer et filtrer un certain nombre de messages. Donc pour dire que, naturellement, le président Biya est un démocrate. C'est un démocrate parce que il y a d'abord les missions, c'est-à-dire le fait qu'elle prend, parce qu'il y a une sécurité naturellement. Je suis sûr qu'il y a même des méthodes sophistiquées pour suivre, n'est-ce pas? Donc la sécurité a fait exprès de laisser sortir une telle vidéo qui discrédite son père et notamment le président de la République. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a les missions du message. D'abord, le fait, puisqu'elle est coutume du fait de la liberté, on aurait pris des mesures draconiennes. C'est-à-dire que même le plus élémentaire parent comprend que cette fille, elle est un peu capricieuse. Il faut corser un peu la sécurité et corser un peu un certain nombre de gadgets autour d'elle. Mais bon, moi je crois que le président, c'est l'expression de la démocratie, la première des choses. Il y a même la diffusion, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux. Ça ne coûte rien de nettoyer ces trucs-là. Il y a des experts en l'antique et partout qui peuvent nettoyer ça. C'est-à-dire le lendemain, vous ne trouvez plus rien. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a cette expression de démocratie qui existe, n'est-ce pas, dans la famille présidentielle. La deuxième des choses, c'est au niveau, à ce qu'on appelle la socialisation. C'est un peu plus compliqué parce que quand on inculque des valeurs, ces valeurs peuvent à un certain moment être, n'est-ce pas, transformées, c'est-à-dire qu'une personne peut devenir déviante. Et la personne peut devenir déviante soit notamment par les contacts, soit notamment par un certain nombre, n'est-ce pas, de diffusionnisme, de culture qui peuvent se faire autour d'elle. Et naturellement, Brenda Biya, c'est une universaliste, c'est-à-dire qu'elle a vécu partout dans le monde et elle a cette liberté vraiment dans le ton, même dans la manière de faire, même dans la manière de s'habiller. Alors, je pense que c'est cette liberté-là qu'elle s'est autorisée pour pouvoir, n'est-ce pas, blaguer, parce que moi je crois qu'elle blague. Parce que vous ne pouvez pas partir, n'est-ce pas, d'un caprice, parce que elle aurait pu demander quelque chose où elle a eu une conversation avec son oncle et son oncle lui donne un conseil et de ce conseil, on en déduit qu'on veut te tuer, on en déduit qu'on ne doit pas voter le père. Vous trouvez que vous allez comprendre que c'est extrêmement simpliste. Mais elle n'a pas parlé de conseil de son oncle en même temps. Non, mais je sais de quoi je parle. Elle est revenue sur les propos de son oncle qui lui a dit qu'elle va mourir d'overdose. Est-ce que c'est un conseil? C'est son oncle-là. C'est le DCC qui dit ça. Oui, qu'elle appelle affectueusement son oncle. C'est son oncle. Parce que je crois qu'elle a parlé de deux personnes. Ce que je veux dire, en fait, c'est que c'était un conseil, c'était une conversation entre un parent et sa fille. Dire à quelqu'un qu'il va mourir d'overdose, c'est un conseil? Dire à quelqu'un que, attention. Faites attention. Est-ce que le message n'est pas mal véhiculé? Non, en fait,
c'est ma jeune petite sœur qui est dans l'art manipulatoire. Parce qu'elle ne dit pas le fond de l'oncle qui dit attention, tu vas faire overdose. Ça veut dire qu'il y a eu d'abord un message en amont qu'elle a coupé. Elle a pris juste le contexte, juste la phrase d'overdose. Tu vas, attention, si tu continues comme ça, tu vas aller overdose. Pour, n'est-ce pas, aller dans l'extrapolation du fait qu'on ne l'aime pas, ainsi de suite, et tirer des conclusions hâtives. Mais j'ai tellement diagnostiqué que ce message que j'ai compris qu'elle était sous le coup de la discipline. Elle aurait pu demander des choses. On lui a dit, mais attention, il y a un problème là. Et quand tu vas comme ça, tu auras de sérieux problèmes. Elle dit, bon, ok, comme c'est comme ça, je fais une vidéo, je gâte tout, je casse tout, ainsi de suite. Et j'ai dit aux Camerounais même que même mon père ne votait pas. Mais c'est des caprices de jeunes filles. C'est des caprices de jeunes filles. Et tout parent assis ici, c'est que c'est des caprices de jeunes filles. Nous avons souvent des filles qui nous font du chantage affectif. Il y a même des enfants qui vont dans l'ignorance de dire qu'elle ne part pas à l'école. Comme on a dit comme ça, elle ne fréquente plus. Comme si en allant à l'école, on le fait pour le parent. Vous comprenez un peu? Donc, je suis en train de vous dire que d'abord, c'est l'expression d'une jeune fille qui était sous le coup de la sanction des disciplines et qui a eu des conseils très orientés de son oncle et qui a décidé de les embêter, les déranger en faisant, n'est-ce pas, des caprices de vidéos dont vous allez comprendre dans les prochains jours certainement qu'elle va se raviser. Est-ce que ça ne résume pas tout de même le mal-être des jeunes de son âge? Quand je parle de mal-être, ce n'est pas forcément mal-être psychologique, hein? Les difficultés dans lesquelles les Camerounais de son âge vivent, ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail, ceux qui ne sont pas compris, ceux à qui on ne donne pas la chance de montrer qu'ils peuvent, ainsi de suite. Mais ça, c'est un discours politique. C'est un discours politique. Ce que je comprends, c'est la facilité langagière, c'est-à-dire des enfants qui disent des choses qui dépassent leurs pensées et qui ne comprennent pas la mesure de ce que vous pouvez dire. Parce que le langage est une bombe. C'est une bombe parce que si les Camerounais ne comprenaient pas l'état de cette jeune fille, de ma petite sœur-là, si les parents que nous sommes, nous n'étions pas assez mûrs, hein, on aurait fait des chemins et des chemins, alors que nous savons très bien que cette fille fait une petite crise d'adolescence, un petit caprice, parce qu'on a voulu corser un certain nombre de programmes, on a fermé un certain nombre de robinets et elle a commencé à faire un chantage affectif qui aujourd'hui, n'est-ce pas, dépasse sa pensée, dépasse ce qu'elle a voulu faire. Parce que quand vous faites la communication, à qui s'adresse-t-elle? Qui profite de l'action? Quelle est la cible? La cible, ce n'est pas contrairement à ce que vous pensez, les Camerounais. La cible, c'est son père. C'est son oncle là, en disant, bon, écoutez, comme vous me refusez l'argent, vous dites que bon, je vais faire l'overdose, je vais vous faire ça dur, hein? Je vais vous faire ça dur. Vous allez voir, prend une vidéo et commence à dire des choses qui dépassent sa pensée. Moi, je crois que... Donc les Camerounais ne sont pas la cible de ce message, de votre point de vue? Ce n'est pas un point de vue, c'est de la science. Ok, de votre interprétation. Cette jeune fille faisait un message pour choquer, parce qu'elle est dans ce qu'on appelle le feedback. Il y a eu une conversation. Elle est comme les opposants alimentaires. Il y avait une conversation. Il y a eu une conversation. Et le retour, la rétroaction de la conversation, c'est qu'elle lance un message à ses parents, à son oncle là, et implicitement, ce message, n'est-ce pas, s'adresse au public, alors qu'elle voudrait parler à son père, à son oncle, pour dire, écoutez, comme vous avez dit que je n'ai plus rien, je ne dois plus faire ceci, moi je vais vous dire ce que moi je pense de vous et je vais dire ce qu'on doit faire de vous. Vous comprenez un peu? Donc, naturellement, je crois que les Camerounais ne doivent pas suivre cette affaire. Et ça, c'est ce que vous croyez? Non, je crois que... Oui. Alex Gustave a placé un mot. La portée de ce message, il dit, André Luther Meuka dit que le message est adressé aux parents, bon, au père, à la mère, à ses collaborateurs. Est-ce que ce message, qu'on considère comme un simple chantage affectif d'une jeune fille en pleine crise d'adolescence, peut aller au-delà du cadre familial? Mais il est déjà hors du cadre familial, non? Sinon, on ne serait pas assis ici en train d'en parler.
Est-ce que ça va effectivement atteindre sa cible, c'est-à-dire les électeurs qui vont voter? Honnêtement, si on la prenait au sérieux, ça ferait un effet. Mais qui la prend? On ne la prend pas au sérieux? Non, pas elle là. Pas elle là. Même avec une telle sortie, on ne peut pas la prendre au sérieux. Le parcours de notre fille là, parce que c'est notre fille. Moi j'ai les enfants. J'aime cette façon de parler. Son parcours ne fait d'un modèle de rien dans ce pays. Donc du coup, elle peut raconter ce qu'elle veut. Ce n'est pas ça qui va déterminer le choix ou le vote de qui que ce soit. Les militants du RDPC, les jeunes du RDPC ou les jeunes des partis sous-marins du RDPC ne vont pas changer leur conviction parce qu'elle aurait dit que son père était un mauvais président. Elle a dit oui, que bien. Et je ne veux pas corroborer ce qu'il dit. Ce que j'observe, c'est que par son propos, en tout cas moi qui suis souvent assez critique de la gouvernance de ce pays, ce que je peux tirer, c'est simplement de dire, elle dit, les gens là, je ne sais pas si, dans la journée j'ai interprété cette affaire en disant, cette dame a envie, cette jeune dame a envie de voir son père, ou bien elle a envie d'avoir une relation directe avec son père. Et manifestement, elle ne l'a pas. Et en faisant ce qu'elle a fait là, elle exprime le besoin de ne plus traiter avec son père à travers des intermédiaires. Parce que le principal intermédiaire dans la structure présidentielle, entre le président et sa famille, c'est le directeur du cabinet civil. Il a beau être l'oncle comme tu dis. Mais son métier, son job, description, dans le texte de la République, c'est de gérer les affaires privées du président de la République. Et la famille est le premier lieu des affaires privées avant les choses qu'on fait sous la table. On invite les gens à gauche, à droite et tout. Donc bon, ça va, on a compris. Bon, tu as compris. Moi, je n'ai pas compris. Bon, non, tu as non, ça ne peut pas prêter à conséquence. En tout cas, d'un point de vue politique. D'un point de vue électoral, les adversaires du président Biya, et c'est normal, ils vont utiliser ça comme élément de campagne. Ça fait partie du jeu. Il a dit une chose que je partage. En une période comme celle-ci, si le système considérait que c'est les Camerounais qui décident, ils auraient avec tous les moyens qui sont mis à leur disposition pour assurer la quiétude, ou pour assurer la correction de l'image de la plus haute autorité de l'État, ou de la première institution de l'État, qui est la présidente de la République. Ils auraient veillé à ce que cette jeune dame ne soit pas en situation de faire des déclarations à tort et à travers. Je ne sais pas ce que la sécurité présidentielle, en tout cas ce qui s'est passé, pour qu'on la laisse libre. C'est ça qui accrédite, d'un autre point de vue, une instrumentalisation, une organisation de quelque chose. Parce que ça ne passe pas dans mon esprit qu'en cette période électorale, avec le déploiement d'efforts que je vois à la présidence de la République, comment je dis, le principal collaborateur du président de la République, le secrétaire général de la présidence de la République, a, depuis bientôt 3 mois, n'a fait que recevoir des barons de la République, des barons du système. Que ce soit de la cuisine du président, que quelqu'un se lève pour dire que non, tout ce qu'on est en train de faire là, mon père là, pour qui on fait tout ça, il n'est pas bon. Oui. Elle a beau être dans le chantage affectif, elle a beau être... Si les médias sérieux prennent cette affaire en main, la conclusion qui sera tirée, c'est que son propos, sa déclaration, a mis à terre tout ce que le secrétaire général de la présidence de la République fait depuis 3 mois pour montrer que le président mérite à nouveau la confiance des Camerounais. Est-ce effectivement le cas? Qui? C'est le président mérite ou non? Est-ce que son message a mis à terre tout le travail qui a été abattu jusqu'ici? Vu le système électoral camerounais, ça n'aura pas d'impact. Parce qu'on ne compte pas sur le vote des Camerounais pour être président. Ou pour rester président. Non, comment ça? Non, en fait, je voudrais comment ça? Pourquoi on organise dans l'élection? Non, moi, je voudrais dire quelque chose. Quand on... André, tu me coupes là. Ok. Vous ne pouvez pas m'empêcher de dire, de foi d'observateurs des élections, de foi de journalistes qui couvrent les élections dans ce pays, en tout cas qui couvrent les procédures électorales depuis au moins 35 ans, que
à l'issue ou la conduite de ces procédures-là est rigoureusement faite pour que l'expression, la voix des Camerounais s'exprime de manière transparente, de manière intègre et de manière juste. Vraiment, s'il y a beaucoup qui y croient, moi je ne crois pas. Même si je fais campagne pour que les Camerounais aillent voter. Parce que je suis un pacifiste. Parce que je ne fais pas partie de ceux qui disent que, comme les élections sont souvent mauvaises, je discutais souvent avec le cardinal Toumi, il dit, il a peur pour ce pays, que ce pays se brisera autour des élections. Et il disait deux fois, le président de la conférence épiscopale à l'époque, qui déploie à l'occasion des élections, à travers sa commission Justice et Paix, le plus grand nombre d'observateurs des élections. Parce que l'Église catholique est l'une des institutions les plus présentes, en dehors de l'administration. L'Église catholique est l'une des institutions, en tout cas l'un des acteurs sociaux les plus présents sur l'ensemble du territoire national. L'Église en général? Non, l'Église catholique en particulier. Il y a des groupes, il y a des congrégations religieuses qui sont circonscrites dans certaines localités. L'Église catholique que vous voyez là, que vous soyez en région sahélienne, en région littorale, en région montagnarde, en région forestière, il y a l'Église catholique dedans, au Cameroun, dans les 4 bassins principaux du Cameroun. Il y a d'autres régions. Non, je dis ça pour... Vous allez chuter. Pour terminer, en tout cas pour ne pas donner l'impression que le propos que je tiens, il part de nulle part. C'est sur la base des rapports et des observations qui ont été faites. La première élection pluraliste que j'ai couverte au Cameroun, c'est l'élection présidentielle de 1992. J'ai 3 rapports qui ont montré que c'était tout sauf une élection transparente. J'ai les rapports d'un certain nombre d'observateurs pour les élections de 2018. J'ai fait des difficultés importantes. Évidemment, il ne me viendra jamais à l'idée de contester les résultats des élections proclamées par les institutions. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma responsabilité. C'est noté, Alex Gustave. André Lutemeka voulait réagir. Une minute, puis Roland Tsapi. Oui, le grand frère Alex a dit quelque chose d'assez sibyllin et qui me semble un peu dérangeant. Quand il dit, c'est parce que le vote des Camerounais ne s'exprime pas, ne compte pas, que les propos là sont insignifiants. Non. Parce que quand nous allons dans la profondeur même de la chose, qui parle? Quelle est sa crédibilité? C'est la fille du président, la première fille du Cameroun. Oui, quand je parle de la crédibilité, c'est sur le plan de la parole. C'est la parole. Parce que si vous analysez, si vous étudiez notamment les thématiques qu'elle aborde, tout au long de sa vie ou tout au long d'un certain moment, vous allez voir une certaine instabilité thématique. Pour ne pas dire un désordre thématique. Donc la fille du président est instable? Non. Naturellement, il analyse. Naturellement, sur le plan de la thématique, c'est-à-dire des thèmes qu'elle aborde, elle est instable. La deuxième des choses, c'est au niveau, n'est-ce pas, de la crédibilité des actes posés. C'est-à-dire, est-ce que les actes qui sont posés sont des actes susceptibles à la suivre? Est-ce qu'ils font d'elle un modèle? À l'écouter. Non. Alors, si on peut classer une batterie d'indicateurs pour demander est-ce qu'on peut la suivre, on dira non. La deuxième des choses, sur le message de ce qu'elle dit, est-ce que Paul Biya n'est pas bon, comme on le pense? Est-ce que Paul Biya est méchant, il est mauvais? C'est clair que c'est faux. C'est clair que c'est faux. Parce que le président Paul Biya n'est pas méchant. Il est bon. Mais il est bon pourquoi? Mais ça, c'est le communicant du RDPC. Non, ce n'est pas le communicant du RDPC. C'est-à-dire que si on me dit qu'Alex Debazé est méchant, et nous tous on sait qu'il est bon, ça veut dire que le message n'est pas crédible. Certains vous diront le contraire. Alors, vous allez me démontrer en quoi Paul Biya est méchant, il n'est pas bon? Ce n'est pas mon avis ne compte pas. D'accord, je vais donc vous dire que Paul Biya n'est pas méchant, il est bon. Et c'est pour ça que le message tombe à volo. Le message tombe à volo parce que les gens, les Français sont très très pointilleux. Parce que quand vous dites méchant, j'allais dire c'est le summum, n'est-ce pas, du cynisme, de ce qui est mauvais, alors que c'est faux. Le président est très bon. Le président est très bon pourquoi? Parce que
sur le plan, n'est-ce pas, de l'intégration nationale, le président a eu, n'est-ce pas, un programme de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une, j'allais dire, une connexion, une jonction, n'est-ce pas, de l'intégration culturelle dans toutes les régions. Quel est le rapport avec la thématique? Le rapport avec la thématique, je suis dans les humanités. Parce que quand on dit que quelqu'un est méchant, il faudrait bien que je vous dise que ce message n'est pas crédible parce que le président pour lui est André bon. Luther Meka, ça vient de sa fille. Sa fille le connaît mieux que vous et moi. Je ne crois pas. Je ne crois pas que sa fille puisse connaître le président pour lui plus que vous et moi. Parce que, naturellement, sur les émotions, sur la colère, elle peut dire des choses qui ne sont pas vraies. Et ce n'est pas vrai que le président pour lui est méchant. Moi, je vous dis, le président pour lui est bon. Pourquoi je dis que le président pour lui est bon? Je dis que le président pour lui est bon. Il a mis sur pied une politique d'intégration nationale au Cameroun qui permet à ce que les cultures, les personnes puissent s'intégrer. Il a mis sur pied un certain nombre d'infrastructures qui permettent que les conditions de travail soient améliorées. Il a permis, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, des médias, la liberté d'expression. On peut multiplier au niveau, n'est-ce pas, des programmes, des facilités, où on paye l'école à 50 000. Où il y a la gratuité de l'école. Moi, si j'étais... vous savez, je vais vous dire quelque chose. La meilleure des choses pour mieux gouverner, c'est rendre les gens ignorants. C'est-à-dire, je vais vous dire, l'arme la plus fatale pour mieux gouverner les gens, c'est rendre ignorants. Vous voyez un président qui a libéralisé l'école, où le dernier diplôme est la licence. C'est-à-dire que quand tu viens tromper quelqu'un, le gars te fait l'analyse, il te découvre là, il te dit arrête tes histoires. Et vous dites qu'il est méchant. Tout ce que le président... C'est sa fille qui le dit. En même temps, c'est donc pour vous dire que c'est extrêmement faux. Et je reviendrai sur un certain nombre de choses pour vous démontrer que le président est bon. Il est même dans la félicité. C'est noté. Roland Tapi, selon Alex Gustave et André Luther Meka, le message, le discours, la sortie de la première fille du Cameroun est de nul et sans effet. Je crois que c'est très dangereux de le dire. Et je crois que... non, ça peut être présomptueux, pas dangereux. Nul. Je peux continuer. Alex, s'il vous plaît. Et je crois que si on s'en tient aux différentes sorties de Brenda Mbia, je peux présumer à un pourcentage assez élevé qu'elle risquerait, en écoutant ce que les gens disent là, de réagir. Faire une autre sortie? Pour dire que l'on arrête de la considérer comme irresponsable. Parce que c'est en fait ce qu'ils sont en train de dire. Elle dit tout et n'importe quoi. Non. Brenda Mbia, quand vous la suivez dans ses sorties, elle est vraiment très logique. Elle peut être excessive en disant ce qu'elle ne devrait pas dire. Mais elle ne dit pas du n'importe quoi. Quand elle parle de ses penchants sexuels, elle assume. Elle ne dit pas ce qui est faux. Personne ne conteste ça. Quand elle dit qu'elle est séquestrée dans la maison en disant comment est-ce qu'elle n'arrive plus à avoir accès à tête, elle le dit, elle assume. Elle dit qu'il y a les fantômes à la maison. C'est vrai, elle assume. Elle dit qu'elle a trouvé une femme dans son lit alors que personne n'était... La porte n'était pas ouverte. Elle est structurée. Je ne voudrais pas... Moi, personnellement, je ne veux pas cautionner le fait qu'on dise qu'une jeune fille mature, parce qu'en même temps, il faut arrêter de l'appeler enfant. Elle est civilement et pénalement responsable de ses actes dans ce pays. On ne peut pas banaliser ce qu'elle est en train de dire. Pas du tout. Parce qu'il y a un certain nombre de faits antérieurs que si on était dans un pays qui respecte ses lois et un certain nombre de choses, elle, la fille du président de la République, là, ne serait plus en liberté. Parce que la justice aurait fait son travail. Mais jusqu'ici, elle assume. Et à la limite même, elle dit souvent qu'elle demande de l'aide à personne. En dehors de ce qu'elle dit, que là, ses parents ont peut-être fait quelque chose qui n'est pas bien, elle assume clairement ses actes. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle fait une sortie qui, de bout en bout, est logique sur le plan grammatical, sur le plan, je ne sais pas, autre chose. Elle commence par expliquer le contexte. Le discours est structuré. Très structuré. Elle commence par expliquer qu'elle ne peut plus se taire ou bien elle est obligée de dire un certain nombre de choses. Elle précise, j'ai appelé mon oncle.
Pour quelle raison elle a appelé? Mais elle a appelé son oncle, c'est ce qu'elle dit. Elle n'a pas appelé un kingdom, je ne sais pas qui. Elle a appelé son oncle. Ça veut dire qu'elle sait très bien que si à un certain niveau, elle a un certain nombre de problèmes, elle doit toucher quelqu'un qui est de sa famille. Et son oncle, peut-être parce qu'elle ne peut pas avoir directement accès ou à sa mère ou à son père, je n'en sais rien, mais elle a choisi d'appeler son oncle, sûrement pour lui poser un certain nombre de problèmes. Et en revanche, je voudrais accorder à Meka et autres que c'est un conseil qu'on lui donnait. Mais ce conseil également peut être mal interprété parce que d'après elle, on est en train de la menacer de mort. Et cela, c'est qu'on lui a dit, peut avoir également cette interprétation. Parce que si on vous dit, Madame Mayo, vous allez mourir d'un accident de circulation. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je suis en train de prendre l'exemple. C'est moi un mauvais exemple. C'est pas la même chose. Elle conduit à Yaoundé. Je suis en train de André parler Luther, s'il de vous quelque plaît. chose qui peut être Messieurs, dit par s'il Mayo. vous plaît, permettez. Et si on peut vous dire que vous allez mourir par accident de circulation, C'est un et exemple. que vous êtes conductrice, C'est un mauvais exemple. que vous êtes conductrice, pourquoi vous pensez que ce que je suis en train de dire, on est en train de parler là de ce qu'elle dit que son oncle lui a dit. Pourquoi vous ne prenez pas ça comme quelque chose de dangereux? Elle dit que son oncle a dit qu'elle va mourir. Elle a prononcé le mot mourir. En tout cas, un oncle ne parle pas comme ça. D'overdose. OK? Dans un système politique, on peut donner toutes les interprétations possibles à ce qu'elle dit. Et ça, je voudrais qu'on le comprenne très au sérieux. Parce que cela peut vouloir dire que vous allez mourir et on va mettre ça sur le compte de l'overdose, puisque vous prenez déjà de la drogue. Cela peut vouloir dire que vous allez mourir par accident, on va mettre ça sur le compte de l'accident parce que vous conduisez. Mais ou l'excès de consommation, justement, ou l'excès de consommation de drogue peut vous tuer. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Que c'est polysémique, ce qui a été dit. Ça peut être interprété de toutes les façons. Donc, et surtout, quand elle est en train de s'exprimer, elle n'est pas dans une situation d'une femme qui a peur de mourir d'overdose, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va consommer de la drogue et en mourir. Elle est plutôt dans une situation où on la menace de mort et elle se défend sous prétexte d'overdose. Un peu comme pour dire qu'effectivement, même si elle prend de la drogue, si on l'accuse de la prendre, elle ne prend pas au point de pouvoir mourir. Ça, c'est autre chose qu'il faut comprendre derrière ça. Ce que je veux dire au final, c'est quoi? Qu'on ne peut pas, je dis qu'on ne peut pas banaliser les propos de Brenda Biya, âgée de 27 ans, 28 ans bientôt. On ne peut pas banaliser. On ne peut pas nous faire croire que jusqu'ici, Brenda Biya a même fait une chanson. Hein. Elle est artiste. Et elle s'appelle Kinasti. Et dans tout ce qu'elle fait, elle peut être, j'ai dit tantôt, extravagante, mais elle n'est pas folle. Elle n'est pas bête. Devant une justice, si elle pose un acte aujourd'hui, je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir l'exonérer ou bien la disculper de ses actes en disant qu'elle a fait ça parce qu'elle a l'habitude de parler comme ça. Alors, ou bien que ce sont des caprices. Non du tout. Donc, il faut qu'on la laisse s'exprimer librement. Peut-être, effectivement, c'est la preuve qu'il y a de la démocratie dans la famille présidentielle au Cameroun et qu'elle peut parler librement. Mais il faut donc laisser qu'elle parle librement et qu'elle assume ses actes. Maintenant, est-ce que ça peut avoir un impact? Forcément. C'est qu'elle dit, on n'a pas besoin de défendre ça ou bien de vouloir récupérer ça. Ça fait déjà seul son travail, qu'on le veuille ou pas. N'oublions pas que la source de cette communication, de la cible, il s'agit quand même de la fille du président de la République. Elle a beau être vulgaire dans les réseaux sociaux, si le mot n'est pas très fort, mais elle reste le président de la République, qui a un impact, qui a une influence sur la jeunesse qu'elle représente aujourd'hui. Et cette jeunesse, forcément, tout le monde n'a pas la même hauteur, bien la même compréhension pour dire que, bon, ok, est-ce que celle-là, ce qu'elle dit est important ou pas? Non. Elle impacte sur la vie de beaucoup de... Je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui aujourd'hui ont adopté un certain mode de vie en se calquant sur ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, ce qui est dit actuellement, c'est que la fille du président de la République demande qu'on ne vote pas pour son père. On ne parle pas de l'état psychologique de la fille en question ou bien de son passé. Pour ça, Maurice Somo, elle dit dans son message qu'il ne faut pas voter pour son père. Est-ce que c'est le seul moyen, s'il faut interpréter son message, est le seul moyen ou alors c'est la solution, c'est
l'élément qui va faire en sorte qu'elle retrouve son état normal. Si effectivement elle est en pleine crise d'adolescence ou bien elle fait un caprice. C'est la défaite de son père à l'élection présidentielle qui va la sauver, ou alors l'humiliation que va subir son père sera galvanisant pour elle. Une fois de plus, je dois dire que la notion de crise d'adolescence doit être relativisée dans le contexte où on se trouve. La crise d'adolescence à 27 ans peut être remise en cause, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'on est déjà sorti de la crise d'adolescence, même si elle a été tardive. Parce que disons que l'adolescence se situe généralement entre 14, 15 et 20 ans, 18 ans maximum. Et lorsqu'on est sorti de cette tranche d'âge, les possibilités pour qu'il y ait de plus une crise tardive, on ne peut pas aller jusqu'à 27 ans. Alors, elle exprime, et nous ne le dirons jamais assez, elle exprime un ressenti personnel. Et ce ressenti, lui, est dicté par son état affectif. Par son état affectif. L'état affectif qui lui-même est dicté par la nature de la relation qu'elle a avec ses parents. Laquelle relation peut être une relation conflictuelle. Et cette relation conflictuelle pourrait aussi venir du fait que les aspirations qui sont les siennes peuvent ne pas forcément cadrer avec les vœux et les souhaits de ses parents. Quand nous disons ici qu'elle a dit qu'elle est enfermée avec des fantômes dans la maison, en fait, il ne faut pas se limiter à cette approche simpliste de ce qu'elle dit, mais qu'il y a quelque chose derrière, c'est-à-dire qu'elle pourrait ici exprimer le fait qu'elle ne soit pas en train de vivre pleinement la liberté à laquelle elle aspire. Et c'est pour cela qu'elle utilise des schémas, des figures de style pour dire qu'elle n'est pas en train de vivre complètement ce qu'elle souhaite vivre. La vie qu'elle a rêvée. La vie qu'elle a rêvée. Et d'ailleurs, si c'était le cas, elle ne peut pas aller jusque là où elle est allée. C'est-à-dire que dans une forme d'exaspération, parce que j'ai retenu un élément fort dans son discours, c'est-à-dire qu'elle menace de fuguer, c'est-à-dire qu'elle menace de sortir de là où elle est. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise d'une situation qu'elle ne partage pas. Non pas forcément parce que la situation est mauvaise, mais parce que ça, ce n'est pas le mode de vie auquel elle aspire. Alors, est-ce que cela est imposé, est la faute des parents? Est-ce qu'à un moment donné de son développement affectif et moteur, est-ce qu'à un moment donné, n'est-ce pas, il y a des éléments qui n'ont pas été correctement ajustés pour que le comportement de la femme qu'elle est devenue aujourd'hui puisse être celui-là? Ça, il faudrait peut-être procéder par une anamnèse, c'est-à-dire faire une reconstitution de l'histoire de Brenda. Et là, en ce moment, on se dira peut-être qu'il y a un certain nombre de carences sur le plan, n'est-ce pas, de l'encadrement qui lui était dû et qui a fait qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Bien. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre cela comme étant quelque chose de sérieux? Parce que là, je pose encore la question. On doit prendre ça au sérieux? Est-ce qu'il faut être sérieux? Là, certains disent il faut être, c'est sérieux. Mais en quoi cela est-il sérieux? Est-ce que c'est parce qu'elle est
la fille du président que c'est sérieux, ou bien c'est... Et le président qui est candidat. Oui, du président candidat que c'est sérieux, ou alors c'est le fond de sa pensée qui est sérieux, c'est-à-dire qu'elle dit des choses qui méritent, parce que quand on dit que c'est sérieux, c'est des choses qui méritent qu'on y prête vraiment attention, c'est-à-dire que des choses qui peuvent avoir une influence significative dans le devenir de notre pays. Là, c'est à partir de ce moment que tout semble quand même prêter à équivoque. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a envie quand même de se poser un certain nombre de questions. Je vous dis, il faut rentrer au fond dans l'histoire de cette famille pour comprendre ce qui se dit, ce qui se fait, pour donner une interprétation réelle à des propos qui ne sont ici que l'expression d'un malaise très, très personnel. Un autre élément que vous n'avez pas suivi, quand elle dit j'appellerai pour qu'on ne vote pas qui, elle a dit pour qu'on ne vote pas qui? Est-ce qu'elle a dit papa? Non. Elle a dit son père. Son père. Quand elle dit pour qu'on ne vote pas Paul Biya. Paul Biya. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a ici une distanciation entre l'homme qui est son père et l'individu Biya qui est le président de la République. C'est là où on peut penser que ces propos prennent quand même une connotation sérieuse. Voilà. Cette distanciation-là, André Luther Meka, même si de votre point de vue, le discours n'aura aucun effet sur l'électorat, il y a quand même une partie de l'électorat qui estime que si le président sortant n'a pas pu dresser, bon, pas dresser, mais contrôler, bien éduquer sa fille, il n'est pas prêt pour un 8e mandat. Qu'avez-vous à répondre à ça? Non, je voudrais dire que la structuration et la technologie du vote est très compliquée. Hein. Ce n'est pas une affaire de discours d'une jeune fille qui a dit quelque chose qui va au-delà de sa pensée, qui la dépasse. Parce que le vote est structuré. Il y a le vote communautaire. Il y a les votes des liens de sang. Il y a des votes, n'est-ce pas, d'intérêt. Comprenez? Donc, ce n'est pas le fait que quelqu'un va venir dire quelque chose qui va brouiller, n'est-ce pas, le vote d'intérêt. Il y a des gens qui ont misé sur le président Biya, misé sur sa politique et qui ont investi sur sa politique, qui ne vont pas être décalés ou déconnectés par un discours de sa jeune fille. Donc, je ne peux que prendre cet exemple-là pour dire que la technologie du vote est extrêmement compliquée. Je ne vous parlerai pas, n'est-ce pas, du parti du RDPC, qui a des enjeux, qui a investi en candidat et qui va investir des moyens, qui va investir du temps. Il y a des gens qui ont passé 50 ans dans le parti, 30 ans dans le parti, qui ont investi leur vie et qui vont venir suivre Bri, qui dit, écoute, votez. Non, c'est plus complexe que ça, ma jeune sœur. Elle est PDG d'un institut, elle a des employés qui peuvent la suivre. Non, c'est plus compliqué. Elle a des jeunes qui s'identifient à elle. C'est plus compliqué que ça, parce que lorsque je vais dans la structuration même, n'est-ce pas, du vote, ça devient compliqué. Donc, pour dire d'oublier, notamment, le fait que cela peut impacter, ça va alimenter les discours. Ça va alimenter les discours, ça va alimenter les débats. Et les gens un peu curieux vont se demander, mais comment elle peut aller jusqu'à ce point à dire que papa est méchant? Mais nous qui sommes des parents, on sait que cela, les enfants ont la parole facile. Hein. Les enfants ont la parole facile. Moi, je l'appelle. Jusqu'à elle tourne les vidéos pour dire ça. Moi, je l'appelle enfant parce que je sais qu'il y a des corps au cœur d'enfants, c'est-à-dire des grandes personnes au cœur d'enfants. Ça existe. Vous voyez une masse de personnes, quelqu'un qui a 40 ans, qui raisonne comme quelqu'un qui a 15 ans, qui raisonne comme quelqu'un qui a 25, 20 ans. On peut l'insulter, la malafée. C'est toi qui penses que je l'insulte. C'est toi qui penses que je l'insulte. On prétend qu'elle a un gros corps, mais qu'elle a un cœur d'enfant. Mais bien sûr, il y a des gens comme ça qui sont simplistes. Peut-être qu'elle a un cerveau d'enfant. C'est sérieux. Il y a des gens qui prennent la vie simplement. Hein. Moi, je vous dis, elle a fait cette vidéo de façon simple. Mais elle n'a pas imaginé l'impact, la portée que cela peut avoir
comme toute jeune fille qui dit je vais faire fort aujourd'hui, hein, comme papa m'a refusé 5 000 aujourd'hui, il va voir je vais faire fort, sans savoir que ça a un impact, n'est-ce pas, sur ce qu'elle dit et ce qu'elle peut faire. Donc, mais le fait qu'on ait des vidéos comme celle-là chaque fois, chaque semaine pratiquement, sur son compte Snapchat, elle en fait tout le temps. Hein. Elle se plaint tout le temps, elle fait des posts, elle fait des directs sur TikTok, ainsi de suite. Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a une certaine instabilité dans la famille Biya? Qu'est-ce qui te dit qu'elle n'est pas en train de tester un peu son Et bon, je vais un peu m'amuser, je vais faire un peu tel discours pour voir si ça peut avoir un impact sur le plan politique. Elle s'est déjà engagée dans le domaine musical. Ce que je veux donc vous dire, c'est que entrepreneurial. Ce que je veux donc vous dire, c'est qu'il y a des enfants qui tentent des expériences comme ça avec des téléphones. Hein. Ils tentent une telle expérience, elle essaie de jauger si cela, ça fait le buzz. Parce que c'est ça qu'on appelle le buzz. Est-ce que ça fait le buzz? Est-ce que les gens suivent? Est-ce qu'elle peut, n'est-ce pas, décaler, commencer déjà à faire la politique et être prescripteur de politique, donner les mots d'ordre, ainsi de suite. Elle peut faire ces expériences-là, qui sont pour moi des expériences qui iront à volo. Parce que nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous sommes à un niveau où le Cameroun n'est pas en jeu. Et nous n'allons pas permettre que les gens viennent jouer avec le Cameroun. Oh. Nous avons un candidat qui a une réputation mondiale, internationale, qui a toutes les expériences nécessaires pour gérer le Cameroun. Ce n'est pas parce que ma soeur Brie va venir dire 2 ou 3 mots à Snapchat ou je ne sais pas où, à Facebook ou à Instagram, que ça va changer le cours des enjeux que nous avons au Cameroun. Non, madame, on ne peut pas blaguer comme ça. Et je suis sûr que ceux qui nous écoutent savent qu'on ne peut pas blaguer comme ça. Nous sommes à un moment où il faut jouer cash et avoir quelqu'un qui peut amener le Cameroun à un certain niveau. Et la seule personne qui peut amener le Cameroun à un certain niveau, qui atteint toute la sommité nécessaire, c'est le président Paul Biya. Et je l'ai toujours dit, et je vais le dire, le président Paul Biya, la coupe est pleine. Il ne reste qu'à servir. Les autres, ils vont encore remplir le verre. Mais parfois, lorsque la coupe est pleine, on peut la mettre de côté en même temps, André Luther-Meka. Lorsque la coupe est pleine, il faut servir. C'est noté. Alex Ufita Bazé, vous disiez tout à l'heure que c'est une manne tombée du ciel pour l'opposition qui va rapidement se saisir de cette sortie de Brenda Biya, la fille du président de la République, pour démontrer qu'effectivement, le candidat du RDPC n'est plus capable de diriger le Cameroun parce que même au sein de sa famille, ça ne va pas. Mais tout à l'heure, vous disiez encore que ça n'aura pas d'effet. Comment on va se saisir de ça pour que ça ait une certaine portée? Claude, je pense que la structuration du discours de campagne d'un candidat ou d'une équipe de campagne est différente de l'impact que cette structuration peut avoir sur les électeurs. Je dis que certains opposants vont faire preuve de pudeur, de mesure. Mais d'autres ne vont pas. On a une opposition diversifiée. Hein. D'autres ne vont pas. D'ailleurs, vous étiez sur vos antennes ce matin. Moi, je crois que j'ai entendu votre invité, le candidat Akelemuna. Il a parlé de cette affaire. Moi, je sais qu'il y a un monsieur, si Kamto était candidat, il ne parlerait pas de ça. Il ne parlerait pas de ça. Il est comme ça. Il ne parle pas des affaires. Bon, chacun a son tempérament dans la scène politique. Non, pourquoi je prends ces deux exemples-là, ces deux figures-là? Pourquoi Meka? Non. Mon frère Meka est très amusé par les propos de quoi? Allez-y, Alex, il vous titille juste. Allez-y. Quand tu as un certain niveau. De même que tu mets bien à un certain niveau. Je ne sais pas si on parle de la même chose. Je ne sais pas si on parle de la même chose. Mais Luther, je vais te dire une chose. Tout à l'heure, je t'ai dit que quand on t'a entendu parler là tout à l'heure, on a senti un type qui est prêt, je vais pas aller très loin, qui est prêt à faire mal si le président n'était plus, s'il y avait quelque chose qui pouvait l'empêcher de continuer à être le couvercle d'un certain nombre de gens qui croient que sans lui, le Cameroun n'existerait plus. Non, sans lui, vous n'existeriez plus, pas le Cameroun. Et sa fille, et c'est un aspect qu'on n'a pas suffisamment analysé, sous réserve de ce qu'elle vienne demain régner ses propos. Ça peut être aussi une manière de dire à son père,
son souhait, c'est que son père se retire de la, comment je vais dire, de la responsabilité publique qu'il l'assume depuis bientôt 43 ans. Ça peut être son vœu le plus profond. Elle peut considérer, je ne sais pas pourquoi je dis il, elle peut considérer que... C'est un il pathologique. Non, j'ai dit... Peut-être du fait de son orientation. Non, bon, c'est elle. C'est elle. C'est vous qui déduisez. Non, c'est elle. Vraiment. Elle peut... Brenda Biya... C'est une femme. Peut considérer que... Mais mes enfants sont déjà venus me dire, papa, nous ne souhaitons plus que tu ailles à la télé. Ben, elles disent ce qu'elles veulent, mais moi je fais ce que je veux. En tout cas, ce que je crois bien pour ma vision du monde, ma vision du pays, ma vision. Donc c'est comme ça. Voyez-vous, moi je suis amusé d'entendre dire que c'est une enfant, c'est les caprices d'enfant. Si un enfant de cet âge-là, qui s'est exprimé sur un choix, sur des choix qui sont quand même, peut-être que vous banalisez son outing, comment je l'ai dit, sur son choix sexuel d'orientation, son orientation sexuelle. Il faut être d'un certain, comment je l'ai dit, d'une certaine personnalité pour assumer de tels choix. Beaucoup de gens font ça, mais en cachette. Je ne sais pas si vous réalisez même de quoi on parle là. Mais parce qu'elle a assumé tout ça, je peux vous garantir qu'elle n'est une référence pour personne dans ce pays. En tout cas, pour un quaterron de gens qui ont peut-être la même orientation qu'elle. Maintenant... Même si ce n'est pas autorisé dans ce pays. Oui, malheureusement, non, ce n'est pas autorisé. Moi, que vous voyez là, je ne tuerai pas quelqu'un parce que j'apprends que la personne... On vous a compris, pour conclure. Donc, la dernière chose que je vais dire, c'est que cette jeune dame, le dernier acte qu'elle a posé sur le territoire camerounais, en tout cas, et qui a été très médiatisé, parce qu'elle a ouvert une grosse boutique au Cameroun, donc se positionnant comme une femme d'affaires, comme une personnalité économique de ce pays. C'est elle qui parle là. C'est elle qui parle. Ce n'est pas n'importe qui finalement. Sauf si vous voulez nous faire croire que dans la famille présidentielle, il y a beaucoup de fake. Bon, certains vont se demander d'où viennent les fonds. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, Alexis. C'est un autre débat. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que c'est quelqu'un... 5 secondes pour sortir. Je partage avec le professeur... non, je ne sais pas si c'est le professeur ou lui, qui a parlé d'une fille universaliste. Mais être universaliste n'enlève pas que on la regarde des yeux du Cameroun. Dans les yeux des Camerounais, ce que le positionnement public qu'elle a et qu'elle assume n'est pas celui de quelqu'un qui peut appeler à opter pour une voie et les gens la suivent. Sauf si... C'est noté Alex Gustave Azé-Bazé. Son père est derrière tout ce qu'elle fait. Roland Sapie, bien que ce soit, selon certains, un non-événement, est-ce que le gouvernement, ses parents, en tout cas toute la machine, devrait communiquer sur cette sortie, sur ces multiples sorties de Brenda Biya finalement? Sur le cas-ci précisément, 2 minutes. Et j'insiste pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'on considère que c'est un non-événement. Alex vient encore là de dérouler un certain nombre d'activités à mettre au compte de cette dame. Qu'on ne peut pas, tu veux dire, banaliser aussi. Pourquoi est-ce que précisément quand elle dit ne votez pas pour mon père, il faut banaliser ça et les autres actes, il ne faut pas banaliser? Non. Ce que je retiens au fond, c'est que il y a là-dedans, comme le disait le professeur Somo, l'expression d'une fille qui a un mal-être intérieur. Elle voudrait voir les choses changer, d'abord pour elle-même, parce qu'elle sent qu'elle est seule sur le plan intérieur. Elle ne parle pas aux gens, peut-être qu'elle parle aux gens, mais elle ne communique pas avec la société qui est la sienne. Elle voudrait se sentir appartenant à une société
où elle peut s'exprimer, donner son point de vue, être considérée comme telle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, elle souhaiterait, et ça je rejoins Alès qui expliquait que ça peut être une façon de dire que comme son père n'a pas le temps pour elle, ne le votez plus. Si c'est la fonction présidentielle qui l'occupe, qu'il revienne à la maison et s'occupe des enfants. Mais là, également, il y a une autre question. Est-ce qu'elle a un enfant pour attendre que son papa rentre pour s'occuper d'elle? Non, on dit bien qu'elle est majeure. Donc, comment dire, entièrement responsable de ses actes. Mais enfin, il ne faut pas considérer qu'elle est hors de cette société camerounaise. Elle suit aussi l'actualité politique. Elle est même très informée par rapport à notre actualité au Cameroun. Elle a dit qu'elle s'excusait auprès des Camerounais pour tout le mal que son père leur aurait fait. On ne lui a pas dit de dire ça. Elle vit dans un contexte où, a priori, elle ne devrait pas être au parfum des difficultés que les Camerounais vivent. Mais si elle arrive à en parler quand même, ça veut dire qu'elle n'est pas aussi coupée. Elle s'informe. Elle s'informe. Elle est bien au fait de l'actualité. Bien lucide. Très lucide. Donc, en conséquence, il faudrait que, d'abord, pour protéger l'image de l'institution présidence de la République, déjà, qu'il y ait une communication là-dessus. Et puis également que tout le gouvernement prenne cette sortie très au sérieux et davantage le RDPC qui est en campagne maintenant parce que, qu'on le veuille ou pas, ce qu'elle a dit a un impact sérieux. Si Luther Meka est en train de dire qu'il ne faut pas l'écouter parce que les votes sont soit communautaires, soit intéressés, soit filiales, lui-même est en train de dire que tout ce qu'il dit tout le temps sur le plateau, qu'il faut voter pour bien, il ne faut pas tenir compte parce qu'en fin de compte, chacun va voter en fonction de ses intérêts. C'est noté. Le professeur Somo aura la dernière prise de parole, mais André Luther Meka, vous sortez d'une dédicace. D'ailleurs, on parle du président de la République. Il y a un livre qui lui est dédié. Oui, naturellement, nous avons commis un ouvrage pour le libéralisme communautaire de l'idéologie et réalisation qui a été dédicacé le 29 août à Yaoundé sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement. Nous allons également faire la dédicace à Douala, à l'hôtel Sawa, lundi le 25 septembre à 14 h, sous la houlette, n'est-ce pas, du maire de la ville qui va présider, n'est-ce pas, la dédicace. Merci, nous espérons que Balafon va nous accompagner et que les Camerounais viendront découvrir les réalisations telles que faites par le chef d'État, écrites par les meilleurs scientifiques du Cameroun. Professeur Somo, il y a beaucoup de Brenda Biya dans les familles, des enfants en détresse qui appellent les parents à l'aide. Quel message à cela? Oui, le message, c'est tout simplement appeler les parents à être un peu plus attentifs au message que délivrent les enfants. Et ces messages peuvent leur être bénéfiques comme elles peuvent ramer à contre-courant pour ces parents-là. Il faut faire donc très attention. Nous sommes ici dans le cas spécifique d'un message qui ne va pas dans l'intérêt du papa, mais qui va plutôt contre les intérêts du papa. Il y a beaucoup de jeunes filles comme ça qui, contrariées dans un environnement, elles sont contrariées par un environnement qui ne sied pas forcément à leurs aspirations, à leur vouloir être, et qui finalement devraient emprunter ces exutoires pour essayer d'être suffisamment expressifs. Et il faudrait donc que nous, parents, que chaque parent soit très attentif au discours de sa fille et des Brenda Biya. Des garçons aussi. Et des garçons. Oui, de leurs enfants. De leurs enfants. Mais j'ai parlé de filles parce que le cas spécifique que nous traitons aujourd'hui, c'est le cas de jeunes filles. Et Dieu seul sait que parfois, ces jeunes filles, elles sont plus capricieuses dans le contexte actuel que les garçons. Merci, professeur Somo. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain à 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon pour une nouvelle édition de Tribune Présidentielle.